Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au couteau, un objet qui mérite que l'on s'entoure de précautions, surtout si on l'offre à un proche ou à un ami. Une superstition qui veut que l'on offre une pièce en argent en échange pour éviter de couper le fil de l'amitié. Celle-ci symbolise alors une vente fictive pour éviter toute conséquence néfaste. Mais... le savais-tu ? Nous allons prendre le temps de réfléchir sur le couteau. C'est une arme blanche qui a pour fonction première de tuer, que ce soit en période de guerre, à la chasse, et on la retrouve dans la religion comme outil sacrificiel, puisqu'on peut citer Abraham dans la Genèse. N'oubliez pas, Abraham, mis à l'épreuve par Dieu, était quand même prêt à sacrifier son fils unique, Isaac. Alors ce qui est surprenant, c'est que les druides, les guérisseurs et même la sainte patronne des phytothérapeutes, Hildegarde, interdisent de couper les plantes médicinales avec un couteau, une serpe, une faucille ou n'importe quel objet équipé d'une lame. Les raisons sont toutes bêtes. On part du principe que les propriétés thérapeutiques des plantes viennent disparaître au contact de cet objet, car on n'associe pas ce qui blesse et ce qui soigne, ce qui peut tuer et ce qui peut sauver. D'ailleurs, offrir un couteau, une aiguille ou n'importe quelle arme blanche qui peut faire couler le sang ou pire, être utilisé dans des rituels magiques, c'est prendre le risque d'être associé à sa mauvaise utilisation. Par exemple, fournir l'arme d'un crime ou d'un suicide, c'est devenir le complice devant Dieu et les hommes, même si c'est sans le vouloir. Ainsi, on peut se retrouver damné ou devant le tribunal à cause de ce cadeau. Il y a donc de quoi couper le fil de l'amitié. Mais le paradoxe, c'est que l'arme blanche est un objet de prestige et un cadeau très convoité dans toutes les cultures et dans tous les milieux. Il n'y a pas si longtemps, dans le milieu paysan ou ouvrier, on offrait un cadeau à un jeune garçon à l'occasion de sa communion solennelle. On saluait son passage du monde de l'enfant à celui de l'adulte. Alors, on part du principe que recevoir une arme demande une certaine maturité pour la manipuler correctement, sans se blesser, mais aussi une certaine maîtrise de soi pour résister à la tentation de l'utiliser contre quelqu'un. On a tous déjà eu cette tentation de faire du mal à quelqu'un. Bref, le cadeau d'une épée à la garde bien travaillée ou encore un poignard incrusté de pierres précieuses figure toujours dans certains pays comme un geste diplomatique traditionnel et très apprécié. Geste qui remonte à l'époque des rois et de la chevalerie. Le chevalier recevait son épée, symbole de l'union qui le lie à son seigneur, mais aussi de pouvoir. A noter également qu'il existe aussi des danses traditionnelles avec des armes blanches pour glorifier le guerrier et sa virilité. La question que l'on peut se poser, c'est comment conjurer le sort ? Eh bien l'idée c'est de transformer le cadeau en vente. En tant que vendeur, vous évitez les possibles conséquences d'un mauvais geste. Vous n'avez plus moralement à assumer la responsabilité par rapport à l'usage. C'est rusé, hein ? Alors après, il faut respecter tout un rituel. Pour cela, il faut donner en échange une pièce en argent ou d'un autre métal associé à la magie, comme le bronze, le cuivre, l'or, le plomb, le fer ou encore l'antimoine. Bon, c'est vrai qu'une pièce dans les métaux que je viens de vous citer, c'est chaud à trouver et en argent ou en or, c'est devenu rare. Mais aujourd'hui, on peut la remplacer par n'importe quelle pièce blanche, comme celle d'un euro. Même si c'est du nickel, ça fera largement l'affaire. C'est surtout le symbolisme qui est intéressant. Le fait de payer concrétise l'achat, mais au-delà, une pièce ne peut se couper en deux, ou franchement, faut le vouloir. Mais elle est aussi l'expression qu'aucune lame viendra détruire votre amitié ou votre amour. Mais ce n'est pas tout, la pièce ne doit pas être utilisée n'importe comment, et celui qui la reçoit ne doit pas la dépenser, sauf pour s'acheter une arme ancienne qui permet alors de renforcer son pouvoir. Mais cette pièce est surtout réputée pour apporter la chance et la bonne fortune, ainsi elle doit être soigneusement conservée et portée sur soi comme une amulette. Alors attention, si vous faites ce cadeau dans l'idée d'obtenir cette pièce porte-bonheur, vous perdez votre temps. Elle perd toutes ses vertus car vos intentions n'étaient pas clairement pures. Le cadeau doit rester un geste gratuit. Alors au-delà de cette superstition, je me suis demandé pourquoi on attribue aux fers des pouvoirs magiques. Et j'ai pu constater qu'à l'âge du bronze et donc en parallèle à la naissance de la métallurgie, la découverte des matériaux métalliques a été une révolution dans le mode de vie de l'homme. Du bronze au fer, nous avons forgé des socs pour les milieux agricoles, des outils mais surtout des armes. Les hommes armés étant respectés et craints, l'arme représentant la virilité, la force guerrière, mais aussi le pouvoir. Pour mieux le comprendre, je vais vous donner deux exemples du pouvoir du fer. Parlons de Jeanne d'Arc. Celle-ci ne portait pas la belle épée que Charles VII lui avait offerte, mais plutôt un vieux glaive rouillé trouvé dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois qui aurait appartenu à Charles Martel. Cette idée s'inscrit dans la croyance qu'une arme en fer conserve un peu des vertus de son ancien possesseur. Nous pouvons également citer Joyeuse, le nom de l'épée de Charlemagne dans la chanson de Roland, mais aussi le nom de l'épée utilisée lors du sacre des rois de France à partir du XIIe ou du XIIIe siècle, dite épée de Charlemagne. Elle fait partie des regalia, c'est-à-dire un ensemble d'objets qui symbolisent le pouvoir royal, et je vous rappelle que l'épée est le symbole du chef militaire. Pour information, l'appellation de cette épée est trompeuse, puisque les éléments qui la composent sont postérieurs au règne de l'empereur à la barbe fleurie. Alors pourquoi on continue à l'appeler l'épée de Charlemagne? Il n'y a pas d'explication et je pense que c'est pour lui donner un côté fabuleux, pétri d'anciennes légendes.
Pour en revenir à notre superstition, il faut savoir que le couteau, une épée, un poignard ne se prêtent pas et ne se donnent pas, car cela implique que vous vous soumettez à l'autre et qu'il vous domine. D'ailleurs, on en retrouve l'écho dans le rituel militaire consistant à rendre les armes. Avant de conclure, j'aimerais vous offrir rapidement d'autres superstitions en lien avec le couteau et qui sont surprenantes. On dit qu'il ne faut jamais croiser deux couteaux ou un couteau et une fourchette sur une table, car le malheur rentrerait dans la maison. A l'inverse, les croiser sur une fenêtre à l'extérieur de la maison permet de vous protéger des mauvais esprits. Alors pourquoi? Il faut comprendre qu'une croix formée volontairement porte bonheur et sert d'exorcisme alors qu'une croix formée par hasard est funeste. Cela renvoie à la dualité de la croix, celle de la passion et celle de la résurrection. Si vous souffrez de maux d'estomac, placez deux couteaux en croix sur votre ventre afin que la maladie s'éloigne. Si vous faites tomber un couteau, cela annonce une visite dans la journée et dans certaines régions, on va encore plus loin. Si c'est une fourchette, cela annonce la venue d'une femme, si c'est un couteau, un homme. Si vous souhaitez dormir tranquillement et paisiblement, il faut placer un couteau sous votre matelas. Ainsi, vous n'aurez plus de cauchemars et au pire, vous risquez surtout de vous poignarder. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.